Voilà, on va commencer. Mesdames, Messieurs, chers collègues, donc je suis Anne-Sophie Rigaud, je suis chef de service ici à l'hôpital Broca. Et puis maintenant, on est également en charge des départements médico-universitaires Paris-Sud, Paris-Centre, pardon. Alors, donc, bienvenue ici à l'occasion de ces journées Alzheimer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de faire une séance en commun avec l'équipe de l'espace éthique Île-de-France, l'équipe d'Emmanuel Hirsch, et donc de vous parler de maladie d'Alzheimer et en particulier intervention non médicamenteuse et éthique. Alors, effectivement, vous savez comment l'importance des interventions non médicamenteuses dans la maladie d'Alzheimer, en attendant qu'on ait un ou plusieurs maladies qui permettent de véritablement améliorer ces maladies. On est dans une situation où les thérapies non médicamenteuses, ou tout ce qui est accompagnement à domicile ou dans les hôpitaux, dans les institutions, est absolument fondamental. Et en particulier, ces dernières années, comme vous savez, les technologies se sont développées. Et bien sûr, nous tous, soignants, nous sommes demandé comment on pouvait faire pénétrer, permettre aux patients de s'approprier ces technologies pour leur accompagnement à eux ainsi qu'à leurs aidants. Donc nous, on a commencé depuis maintenant une quinzaine d'années ici au laboratoire L'Usage, qui est un laboratoire qui s'appelle Living Lab, dans lequel nous évaluons des technologies pour les personnes âgées, essentiellement, on va dire, dans le domaine des troubles neurocognitifs. Alors, un point important vis-à-vis de ces technologies, c'est qu'effectivement, quand on utilise ces technologies, on se pose tout de suite la question de leurs bénéfices. Déjà, est-ce qu'elles sont utilisables, est-ce qu'elles sont acceptables pour les personnes, est-ce qu'elles sont utiles pour les personnes. Et puis, assez vite, quand on s'est mis à les présenter, en parler en colloque, en particulier devant des professionnels ou des familles, mais surtout des professionnels, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur des aspects tout à fait essentiels, qui sont ces technologies. Elles peuvent être très intéressantes, mais en quoi pourraient-elles réduire l'autonomie des personnes? En quoi, par exemple, des robots sociaux pourraient infantiliser ces personnes? En quoi les personnes pourraient devenir dépendantes? Qu'en est-il du consentement de ces personnes? Qu'en est-il de l'aptitude au consentement? Donc on voit bien qu'il y a assez vite des questions d'ordre éthique qui se posent et qui inquiètent sans doute beaucoup plus les professionnels d'ailleurs que les patients ou les familles. Donc ça, c'est une réflexion qui bien sûr devient de plus en plus importante à mesure que les technologies entrent dans nos vies et dans celles des patients. Donc c'est la raison qui a fait que Marie-Belle Pinault et Fabrice Xil, lorsqu'ils se sont rencontrés, se sont dit on va discuter de cela tous les deux. Et puis après ils se sont dit on va réunir les deux équipes. Et puis, les choses allant, on se trouve avec 80 personnes qui se sont inscrites, et l'un et l'autre ont dû cesser les inscriptions parce qu'il aurait fallu, je crois, louer l'amphi Luton qui accueille 300 personnes. Donc, je pense que vraiment, ça témoigne du fait que les aspects éthiques sont tout à fait essentiels, et les uns et les autres, nous cliniciens, on sait ce qu'on peut apporter par les interventions aux patients, on s'intéresse aux technologies, mais on s'aperçoit qu'il est vraiment important d'avoir un regard pluridisciplinaire, avec le regard de la technique, la personne qui fait les interventions, qui apporte la technique, le regard du clinicien, et puis le regard du philosophe sur ces pratiques qui peuvent nous permettre de prendre du recul,
de comprendre d'autres éléments, d'avoir d'autres questions, et donc de progresser dans le soin et dans la possibilité d'être bienveillant à l'égard de nos patients, comme disait tout à l'heure Emmanuel, qui me semble un aspect tout à fait essentiel. Voilà, donc au cours de cet après-midi, comment nous allons faire? Nous allons vous donner des exemples d'interventions non médicamenteuses que nous avons proposées, que nous faisons à l'hôpital Broca, que nous avons montées. Je pense que les uns et les autres, vous avez d'autres interventions non médicamenteuses. Et puis, on va faire les trois regards, regard techno, regard du clinicien et regard du philosophe, pour avoir un point un peu global. Alors, comment on travaille dans un living lab? L'idée, c'est vraiment de travailler à partir du besoin des personnes, et en particulier, nous travaillons avec la nombreuse consultation, puisqu'on est centre de mémoire de ressources et de recherche de la maladie d'Alzheimer, donc soit les 5000 patients qui viennent et leurs familles, soit les associations dans le quartier, en particulier dans le 13e arrondissement, qui, comme vous le savez, les associations de personnes âgées à Paris, c'est par 500 qu'elles participent aux associations, qui viennent ici, donc, soit pour évaluer des technologies, soit pour apprendre à utiliser les technologies, soit pour aussi véritablement modifier des interventions non médicamenteuses en donnant leur avis, en donnant leur feedback, comment les améliorer, comment faire que ce soit plus utilisable, acceptable et utile pour les personnes. Voilà, donc on va donc présenter deux grands thèmes qui sont nos thèmes chers, qui sont d'une part autour de la robotique sociale, en particulier le robot Paro, qui est le petit phoque, et le robot Nao, pour lesquels nous avons vu des effets très prometteurs, mais voilà, je pense que le regard du philosophe est important. Et puis, nous donnerons l'exemple d'une autre intervention, qui est une intervention sur le cinéma, sur l'art, pour là aussi permettre, essayer de réduire l'apathie des patients qui souffrent de troubles neurocognitifs majeurs. Voilà, nous espérons que ça vous plaira et que nous pourrons avoir des échanges vraiment fructueux. Et puis, encore une fois, merci aux organisateurs, à l'équipe de l'usage, en particulier Marie-Belle Pinault et Samuel Benveniste, et puis à l'équipe d'Emmanuel Hirsch et Fabrice, qui a été à l'origine du projet. Je vais passer la parole au professeur Emmanuel Hirsch. Je vais te rassurer, il n'y a pas d'équipe d'Emmanuel Hirsch. Il y a une équipe, non. Dans certains domaines, peut-être médicaux, il y a des équipes autour d'une personne. La force de l'espace éthique, c'est qu'il existera après Emmanuel Hirsch, et tant mieux, avec tous les talents et les compétences qui sont mobilisés. Alors, je vais te remercier, bien sûr, de l'accueil. Dire aux gens qui ne le savent pas qu'Anne-Sophie a été très associée au développement de l'espace éthique, et que chaque fois qu'on veut vraiment poser les questions de fond par rapport au vieillissement, par rapport aux dépendances, alors il y a aussi Laurence Huguenot-Denner qui est ici présent, qui fait partie de notre réseau, et d'autres personnes dans la salle. On sait qu'il s'y passe, et qu'on sait qu'en tous les cas, tu es une personne fondamentale et ressource pour nous. C'est pour ça que plusieurs personnes de l'espace éthique ont tenu à assister à cet après-midi, notamment Paul Louvet-Dubuc, qui est philosophe, notre directrice adjointe, qui est Virginie Ponel, hein, puis notre sociologue. Je ne vais pas vous faire l'inventaire de tous les gens, il y en a même qui sont anonymes, Sébastien Moser, qui est ici présent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est venu avec la perspective de la journée mondiale Alzheimer, pour nous, notre dominante, la mobilisation de la société autour des valeurs de la bienveillance. Et il ne faudrait pas que les technologies nous donnent le sentiment que les réponses seront des réponses numérisées. Et je pense que ce qui doit être convoqué dans toutes ces réunions, et c'est pour ça que c'est important d'être ici enraciné dans un lieu du soin, de l'accueil, de l'hospitalité, c'est qu'il nous faut une démarche humaine, une démarche démocratique, une démarche citoyenne. Il ne fasse pas que finalement la fascination pour la technologie prévale sur l'attention aux personnes vulnérables. D'autant plus que, on l'a vu, la technologie, elle favorise aussi des vulnérabilités, celles évidemment des personnes dont on est amené à s'occuper quand on s'occupe du grand âge, de leurs proches, mais également des professionnels qui sont dans des situations, on l'a évoqué, de très haute vulnérabilité. Malheureusement, c'est des choix politiques qui leur permettront de retrouver un peu le plaisir d'exister comme professionnels, et ce n'est pas la technologie. Donc, premier point, on est fasciné par toutes les évolutions en termes d'innovation. Dans quelques semaines, en janvier prochain, notre équipe sera une équipe INSERM,
Donc une équipe d'éthique d'INSERM, ce sera la première éthique d'INSERM qui sera dirigée par un de nos philosophes de l'équipe, Léo Toutelec, épistémologue. Et on a dans nos prérequis et dans les thématiques sur lesquelles on va travailler, bien sûr, les nouvelles technologies. D'autant plus qu'on est rattaché à une université prestigieuse qui est Paris-Saclay, qui est à la pointe aussi de la recherche, y compris dans des domaines comme l'environnement, la santé, l'aide à la personne. Bref, on est dans un moment historique qu'il faut accompagner. Et il faut aussi anticiper, c'est aussi ce qui se passe dans un Living Lab, c'est-à-dire arriver à anticiper les conséquences et pas uniquement les finalités de ce qu'on met en place, comment les gens vont s'approprier ces technologies, qu'est-ce qu'ils vont en faire. Et si on était réincarné dans 100 ans, l'un et l'autre, à moins que tu aies une longévité, je me rappelle quand Françoise Forest faisait quelques expérimentations sur un médicament qui devait rendre un peu éternel, peut-être que les transhumanistes vont passer dans les jours qui viennent pour nous permettre, en tout cas si on n'est pas là, mais si on était là, ce serait intéressant de voir si ces technologies tiendront leurs promesses. Est-ce qu'il y aura plus d'humanité? Est-ce qu'il y aura plus de relations? Est-ce qu'il y aura plus de fraternité? Est-ce qu'on aura plus de démocratie? J'en suis pas certain. Donc c'est aussi des éléments à prendre en compte qui ne sont pas que des éléments de l'ordre de la philosophie ou de l'éthique, mais de la politique, en termes de justice, accès à ces technologies par exemple. Donc ça c'était le premier point qui peut nourrir aussi notre réflexion tout à l'heure. Dire qu'avec Fabrice Ozil, on a un plaisir d'accueillir depuis quelques mois dans l'équipe, que tout le monde connaît. Fabrice Ozil développe donc un réseau. Ça fait des années. Quand on est venu à l'espace éthique d'Île-de-France, on nous a confié à la fois, on avait le sanitaire, puisqu'au départ, en 95, on était l'espace éthique de la PHP, on est devenu l'espace éthique Île-de-France, donc on est de plus en plus dans le médico-social. Et alors, c'est 31 déplacements, c'est ça? 24 déplacements. Je suis comme Tartarin de Tarascon, j'en rajoute, mais il y aura 31 d'ici le mois d'avril prochain. C'est donc des déplacements sur le terrain. Et ça nous anime. Je ne dis pas que ça nous nourrit, ça nous anime de voir ce que des professionnels, avec des associatifs, avec également les personnes qu'ils accueillent dans leurs établissements, sont en train de produire en termes d'inventivité. Et si on parle d'innovation en termes techniques, technologiques, il faut que l'innovation sociétale, l'innovation éthique accompagne. Sans quoi on va vers la barbarie, très très facilement. C'est des éléments à prendre en compte. Quand on parle, nous, de l'éthique médicale, on pense au code de Nuremberg 47 après la Shoah. La barbarie est à la portée de notre porte. L'indifférence est à la portée de notre porte. Donc il faut qu'on ait cette notion à prendre en compte. Et pourquoi je dis que c'est intéressant, nos cheminements? On a déjà travaillé M. Parot, le phoque, qui nous a fascinés dès sa naissance. Et donc on est allé, il y a à peu près un an, dans un EHPAD qui est à Cachan. Et ça nous avait beaucoup surpris. À l'époque, Fabrice n'était pas là. Je crois que c'était Paul Loup qui avait organisé, en tous les cas qui était intervenu sur cette animation, cette rencontre avec l'équipe. Et donc on avait demandé à l'éthique, comme tu l'as fait tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, quand tu l'as fait dans les semaines qui précèdent cette rencontre, il a dit mais de quoi vous voulez qu'on parle? Et donc une équipe d'EHPAD à Cachan, c'était pas dans un Living Lab, nous a dit on aimerait qu'on parle de Parot. Et je me rappelle d'avoir dit mais qu'est-ce qu'on va en dire? Bon, il est sympathique, bon. Et les professionnels nous ont développé la pédagogie, la technologie, mais la pédagogie, la relation, les études quasiment scientifiques, comment on accompagne Parot, les évaluations à la fois positives, négatives, ce qu'il était représenté, toutes les questions, est-ce que la simulation d'un animal qui n'en est pas un, est-ce que demain on va simuler aussi des relations avec des artefacts, bon. Et ça a été captivant, c'est-à-dire on était parti sur pourquoi on va venir faire une réunion d'éthique pour aborder des questions de fond, c'est-à-dire que quelle que soit la porte d'ouverture, enfin je veux dire, ça peut déboucher sur quelque chose d'essentiel dès lors que des professionnels s'interrogent sur le sens de ce qu'ils sont et sur la mission qu'ils ont apportée dans ce qu'ils font. Et chaque fois qu'on a été, que ce soit dans le domaine du handicap, que ce soit dans le domaine des dépendances comme le grand âge, on a été fasciné par cette rencontre tout à fait inédite chaque fois avec des personnes qui sont souvent sur le front, c'est-à-dire là où personne véritablement pense qu'il y a à intervenir, souvent en marge de la cité, dans des domaines que les gens n'arrivent même pas à visualiser, ou quand ils se l'imaginent, c'est péjoratif, c'est le grand âge, c'est la vieillesse, c'est la décrépitude. Et on voit des gens, des pépites en quelque sorte, de professionnels, de militants associatifs, puisque c'est souvent les associations aussi qui payent l'achat de Parot. On a eu aussi l'importateur de Parot, qui nous a expliqué les valeurs qu'il portait. Enfin, on découvre que derrière quelque chose qui peut être une espluche, il y a quelque chose de fondamental et qui doit être pris en compte, y compris pourquoi Parot a été créé dans ce pays. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas la France avec la culture. Et bon, je résume parce que c'est pas moi qui vais faire le colloque. En tous les cas, la rencontre d'aujourd'hui. Ça pour dire, première chose, on est content d'être là. On va ouvrir nos écoutilles parce qu'à la suite de chacune de ces réunions, on sort très très enrichi. Mais ce qui nous passionne aujourd'hui,
c'est qu'on ne peut plus faire de l'éthique comme du temps de grand-papa. Il y a 30 ans, quand les gens faisaient de l'éthique, ils citaient Kant, ils citaient les grands textes, l'éthique principiste, etc. Aujourd'hui, même l'éthique est obligée d'être innovatrice. Les concepts de consentement, ici, pour prendre un exemple, frotter à la réalité d'une personne atteinte d'une maladie neurocognitive, qui n'est plus en capacité de discernement. Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'on doit renoncer au consentement? Les concepts de justice, de bienveillance, tout doit être repensé, refrotté. Et nous avons le sentiment que pour le faire, c'est-à-dire pour que des gens qui sont quelquefois un peu dans la théorie puissent avoir une légitimité à le faire, il faut qu'ils aillent à la rencontre des gens qui sont sur le terrain. Et pas sur n'importe quel terrain, sur le terrain où il se fait quelque chose. Il y a aussi des terrains, malheureusement on le voit, où les choses sont un peu statiques, les gens sont dans la passivité, ils sont dans la déploration. Là on est dans l'espérance, dans la construction, et c'est pour ça que pour nous ce n'est pas des rendez-vous éthiques, c'est des rendez-vous politiques. C'est-à-dire on est au cœur de la cité. Un hôpital, c'est un lieu de la cité, c'est un lieu de la sollicitude, c'est un lieu de l'accueil. C'est pour moi symboliquement le lieu vraiment de l'hospitalité, notamment l'hospitalité témoignée à la personne qui n'a plus de lieu où être. Et quand on voit la déambulation dans l'Alzheimer, ce n'est pas la déambulation uniquement liée à la maladie, c'est aussi le manque de repères dans une société qui ignore. Donc tous ces éléments font qu'on est heureux ici. Merci. Et je donne la parole, j'imagine, à Fabrice qui va prendre le relais. Merci de votre attention. Vous n'aurez pas ici, Alexa, elle vous a amené beaucoup de documents, vous regarderez tous les documents qu'on produit, mais je vous conseille, juste pour l'information, c'est un conseil éthique, regardez le programme de l'année universitaire 2019-2020 qui est en ligne, et vous verrez qu'une de nos plus belles innovations, merci Virginie d'avoir aussi porté cette innovation, c'est à la suite du débat de la bioéthique, vous savez qu'on a fait les états généraux de la bioéthique pour la loi aujourd'hui en gestation. Je dis à juste titre, parce que la question de la PMP était importante, donc elle est en gestation cette loi. On vient de créer, on l'a expérimenté cette année, une université populaire. Et donc les personnes qui ne veulent pas suivre un master, un DU, etc., mais qui veulent suivre certaines formations universitaires dans le cadre de ces universités populaires, sont les bienvenues. Et je pense que les questions, notamment autour du grand âge, on va créer un DU l'année prochaine avec Jean-Luc Noël sur le grand âge, sur toutes ces questions qui sont des questions vitales pour la cité. Ce n'est pas des questions éthiques, c'est des questions pratiques. Merci de les assumer aussi bien ici. Voilà.